En 1965, l'Indonésie a été secouée par une tragédie qui a changé à jamais son histoire. Une nuit, 7 généraux ont perdu la vie, puis ça allait être des millions de gens. Et le président fondateur de la nation a été progressivement destitué. La version officielle a accusé le Parti communiste. Mais des documents secrets de la CIA, des archives britanniques et des témoignages déclassifiés des décennies plus tard ont révélé un autre scénario. Une opération mondiale montée depuis le début des années 1960. D'abord chez les anti-Sukarno, PPRI puis Permesta, puis via les bases américaines, entraînant des Indonésiens. Le plan a pénétré l'armée de terre et la propagande noire a manipulé les médias. Le tout dans le but de renverser Sukarno et d'ouvrir l'Indonésie aux intérêts économiques de l'Occident. En 1955, Bandung devient le centre du monde. À son animation commerciale s'ajoutent les drapeaux de nations d'Asie et d'Afrique flottant côte à côte. Plus de 20 pays, sous la direction de 5 grandes figures, Sukarno d'Indonésie, Nehru de l'Inde, Nasser d'Égypte, Zhou Enlai de Chine et U Nu de Birmanie. C'est la conférence afro-asiatique où naît un nouveau mouvement. Sukarno n'y est pas que l'hôte. C'est aussi un orateur bouleversant. Son discours, que naissent une nouvelle Asie et une nouvelle Afrique, est longuement applaudi. Il invite les nouvelles nations indépendantes à ne pas se soumettre aux deux blocs d'influence rivaux. Ils sont d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS. Ce fut le germe du mouvement des non-alignés. Pour le peuple indonésien, c'est un moment de fierté, mais une alarme pour Washington et pour Londres. Le président d'une nation qui n'est âgé que de 10 ans, doté de la plus grande population d'Asie du Sud-Est et d'incommensurables richesses naturelles, invitait le monde à sortir de leur influence. L'alerte s'intensifie fin 1957, quand Sukarno ose nationaliser toutes les entreprises néerlandaises encore en activité en Indonésie. Plantations, mines et activités portuaires passent aux mains du pays. Les entreprises occidentales, qui pendant des décennies ont exploité l'Indonésie, se sentent menacées. Pour les Américains, ce n'est qu'un début. Les années suivantes vont montrer que Sukarno n'est pas qu'un dirigeant insoumis. Il est aussi prêt à bâtir une force militaire sans l'aide occidentale. Il reçoit des navires de guerre, des avions de chasse EMIG et des sous-marins de l'URSS. Les liens diplomatiques avec la Chine se renforcent, ainsi que le commerce. En pleine guerre froide, l'Indonésie s'oriente trop à gauche au goût de Washington. Quand le mécontentement commence à grandir dans les régions extérieures à Java, la CIA voit une ouverture. Début 1957, à Sumatra et Sulawesi, des militaires et des politiciens locaux accusent le gouvernement central d'être trop pro-PKI et de négliger le développement des régions. De là naissent le PRRI, gouvernement révolutionnaire à Sumatra, et Permesta, la lutte universelle à Sulawesi. Pour la CIA, c'est une aubaine. Le soutien afflue, armes, fonds et pilotes étrangers, prêts aux interventions aériennes. Cela culmine le 18 mai 1958, quand un bombardier B-26 Invader est abattu à Ambon, dont le pilote, Allen Lawrence Pope, n'est autre qu'un officier de la CIA. Sa capture est un coup dur pour l'Amérique. Sa photo est diffusée dans les médias nationaux et internationaux. Pour la première fois, l'implication de la CIA en Indonésie est révélée au monde. Malgré son échec, cette opération laisse des traces. Le renseignement américain s'est infiltré dans l'armée indonésienne. De là, naîtra une collaboration entre militaires bien plus effective. Cette période marque le début d'un long jeu où l'ennemi ne porte pas toujours des armes,
mais des listes de noms, de la propagande et des promesses de soutien à qui veut aider un changement de régime. Au début des années 1960, Sukarno propulse l'Indonésie sur la scène internationale. Pas comme spectateur, mais comme acteur principal. Il oriente plus fortement sa politique étrangère vers l'anti-impérialisme. Les relations entre l'Indonésie et le bloc occidental se refroidissent. Washington commence à stopper l'aide économique, mais Sukarno ne vacille pas. À l'inverse, il se tourne vers l'Est, s'allie à l'URSS et à la Chine. Aussitôt, l'Indonésie reçoit une aide militaire massive de Moscou. Pas seulement des armes légères, mais toute une armada. Le port de Surabaya accueille des sous-marins soviétiques Whisky. Les aérodromes de Makassar et de Madiun abritent des avions de chasse MiG-15, MiG-17 et MiG-21. L'URSS prête même un croiseur lourd Sverdlov, qui devient la fierté de la marine indonésienne. Pour l'Indonésie, c'est un symbole glorieux. Mais pour l'Occident, un signal d'alarme. L'Indonésie est dès lors une des plus grandes puissances militaires d'Asie. Et son président, l'ami intime des deux pires ennemis de l'Amérique. Dans le pays, le Parti communiste indonésien, le PKI, est en plein essor. Après son effondrement, début 1948, le PKI s'est relevé, comptant désormais des millions de membres, contrôlant le syndicalisme ouvrier, les organisations de paysans et de jeunes. Aux élections de 1955, le PKI était déjà le 4e parti du pays. Au début des années 60, ses sympathisants sont en constante augmentation. La proximité de Sukarno et du PKI est connue. Il assiste souvent aux événements du PKI, qu'il a décrété membre du NASACOM, l'union de 3 forces, les nationalistes, les religieux et les communistes, qu'il a fondée pour l'équilibre politique. Mais cela suscite des divisions au sein de l'armée, surtout dans l'armée de terre. Beaucoup d'officiers redoutent la grande influence du PKI, d'autant plus que la propagande internationale qualifie de communiste chaque action de Sukarno. Au milieu de tensions croissantes, Sukarno fait le pas de reprendre au néerlandais l'Irian occidental. Nommée Trikora, l'opération est lancée le 19 décembre 1961. Avec le soutien total de l'URSS, l'Indonésie prépare une grande opération militaire avec invasions amphibies et attaques aériennes. La pression internationale contraint la Hollande à négocier. Résultat, l'accord de New York de 1962 cède l'Irian occidental à l'Indonésie. Une victoire qui porte Sukarno au nu, mais qui renforce l'image d'une Indonésie toujours plus proche du bloc de l'Est. Pour la CIA, si on laisse faire, l'Indonésie pourrait devenir la plus grande puissance communiste d'Asie du Sud-Est, donc une menace directe pour les intérêts américains dans la région. Début 1963, Sukarno lance un nouveau défi ouvert aux puissances occidentales. Il cible un projet qu'il juge prolonger le colonialisme, la formation de la Fédération de Malaisie. Nous, chefs de la révolution indonésienne, dans le cadre de l'opposition politique au projet néocolonialiste malaisien, qui est clairement une menace pour la révolution indonésienne, nous ordonnons aux 21 millions de volontaires inscrits de renforcer la résistance de notre révolution. Pour Londres, la Malaisie est une stratégie pour maintenir une influence britannique en Asie du Sud-Est, après la perte de ses principales colonies. Mais pour Sukarno, c'est une menace directe aux portes de l'Indonésie.
Alors, les Britanniques commencent à mobiliser l'Information Research Department, IRD, l'unité de propagande secrète de leur ministère des Affaires étrangères. Les documents déclassifiés en 2021 montrent que l'IRD a mené une campagne de propagande noire pour discréditer Sukarno et le PKI dans l'opinion internationale et locale. L'IRD a diffusé de fausses nouvelles par les réseaux de médias et même envoyé aux journaux et aux radios d'Asie du Sud-Est des documents prêts à l'emploi, construisant de jour en jour un récit négatif sur l'Indonésie. Les États-Unis ne sont pas en reste. La CIA intensifie ses opérations de renseignement, renforce les liens avec des officiers indonésiens anticommunistes et la coopération avec l'ambassade des États-Unis à Jakarta, afin d'évaluer la puissance du PKI. La tension culmine le 20 janvier 1965. L'Indonésie se retire alors des Nations Unies en signe de contestation de l'intégration de la Malaisie au Conseil de sécurité. Cette décision va isoler de plus en plus Sukarno sur la scène internationale. Mais pour ses partisans, c'est une prise de position courageuse contre la domination occidentale. En coulisses, la situation intérieure s'envenime. Le PKI continue de se renforcer avec le soutien de Sukarno et les militaires s'en méfient de plus en plus. Cette faille sert les services de renseignement occidentaux. Ils construisent un récit prétendant que le PKI prépare un coup d'État, qu'il représente une menace pour la religion et que si on ne l'arrête pas, l'Indonésie va tomber aux mains des communistes. On prépare du matériel de propagande, tracts, émissions radiophoniques et articles décrivant le PKI comme une force brutale et hostile à Dieu. Dans les villages, cette histoire se répand de bouche à oreille, souvent teintée de parti pris religieux. Au milieu de l'année 1965, l'Indonésie est sur le point de s'embraser. Les deux grandes forces du pays se méfient l'une de l'autre, l'Occident fait pression et un réseau de propagande est prêt à faire éclater la crise. Un événement suffira à allumer la mèche. Il surviendra la nuit du 30 septembre 1965. 1965 a débuté avec des tensions sociales dans toutes les strates sociales. En surface, l'Indonésie affiche encore une unité. Dans le Nasacom, nationalisme, religion, communisme, l'idée de Sukarno pour englober toutes les puissances politiques. Mais sous la façade, cette unité est désagrégée, les fissures s'élargissent chaque mois. D'un côté, le PKI au sommet de sa puissance politique, qui se réclame de plus de 3 millions d'inscrits, sans compter ses partenaires comme le SOBSI, le syndicat des travailleurs indonésiens, et le BTI, Front des agriculteurs, ainsi que la jeunesse populaire et le Gerwen, mouvement féminin. Un PKI dont les cadres sont à des postes stratégiques des syndicats aux gouvernements régionaux. D'un autre côté, l'armée, en particulier des hauts gradés, qui regardent le PKI avec suspicion et hostilité. Depuis fin 1964, la faction militaire anticommuniste s'est affermie, renforcée par les États-Unis. Certains de ces militaires ont d'ailleurs été formés dans des bases américaines, telles que Fort Leavenworth et le Command and General Staff College, et ces relations personnelles ont constitué un canal de communication secret, invisible. Pour la CIA, cette configuration est idéale. Nul besoin de monter une force de A à Z, il suffit d'exploiter les réseaux militaires existants, d'ajouter un soutien logistique et d'attiser le conflit par des opérations d'information. Début 1965, se finalise leur liste de personnalités cibles du PKI, entreprise depuis 1963. Le document des relations étrangères des États-Unis, FRUS, de 1964 à 1968, déclassifié en 2001, révèle que cette liste comprend non seulement la direction centrale du PKI, mais aussi des cadres régionaux,
des militants ouvriers et agricoles, ainsi que des journalistes jugés proches du parti. Chacun avec son adresse, son emploi et ses coordonnées. Pendant ce temps, sur le terrain, un climat de peur est alimenté. Des infos accablant le PKI sont systématiquement diffusées. Le PKI va bannir les religions. Le PKI va massacrer les oulémas. Le PKI remplacera les fondements de l'État par le communisme. Ces idées sont injectées non seulement dans les villes, mais dans les villages, via les sermons religieux donnés dans les marchés et les rencontres informelles. Des canaux de communication sont mis en place, des journaux et radios, sous l'influence de groupes anticommunistes, assurant que venu le jour de la crise, un unique récit soit diffusé sans entrave. Dégradation de l'économie, inflation dépassant les 600%, flambée du prix du riz et pénurie de produits de première nécessité viennent aggraver l'atmosphère. On exaspère facilement le peuple et le mécontentement envers le gouvernement est un terreau fertile pour la propagande. Juste avant septembre 1965, la position de Sukarno est encore solide, sur le papier. Il est président à vie, commandant en chef des forces armées et une figure internationale appréciée. Mais on grignote de l'intérieur les fondements de son pouvoir. L'armée est divisée, la population provoquée et des puissances étrangères guettent patiemment. Il suffira d'une explosion pour faire tomber le château de cartes. Et cette nuit fatale approche. Cette nuit du 30 septembre 1965, Jakarta est paisible. Il est 22h30 quand des groupes armés se mettent en branle depuis plusieurs lieux. Ils se sont baptisés Mouvement du 30 septembre, G30S. Leur objectif, capturer 7 hauts gradés de l'armée de terre, considérés menacer le président Sukarno. Chacun des 7 généraux est réveillé chez lui par des coups à sa porte et des bruits de bottes dans la cour. Le général de division Ahmadiani, chef d'état-major de l'armée, est abattu à son domicile après avoir refusé de suivre. Le lieutenant-général Parman et le général de division Haryono et le général de brigade Panjaitan sont également exécutés chez eux. Le général de brigade Harjo est capturé vivant. Le général de division Suprapto et le général de brigade Suparjo étaient aussi visés, mais on n'a pas pu tous les capturer comme prévu. La nuit a pour bilan 6 généraux et un officier de rang intermédiaire. Le premier lieutenant, Pierre Tendean, et l'adjudant Yani sont amenés par le G30S à Lubang Buaya. Ils y sont torturés et tués. Leurs corps sont jetés dans un vieux puits. Au matin du 1er octobre, le G30S prend le contrôle de la radio nationale et du bureau des télécommunications. Il émet un message spécial selon lequel le Conseil des généraux, groupe secret dans l'armée de terre, préparait le renversement de Sukarno et le G30S a agi pour sauver le président. Mais cette diffusion ne durera que quelques heures. Car de son côté réagit sans tarder le général de division Suharto, chef du commandement stratégique de l'armée de terre. Il prend le commandement des troupes à Jakarta, sécurise le QG de l'armée de terre et ordonne de reprendre la radio et le bureau des télécommunications. En quelques heures, il contrôle les communications et l'armée de la capitale. Cette nuit-là, Sukarno se trouvait à Halim Perdanakusuma, près de la base aérienne devenue l'un des points de concentration du G30S. Cependant, il n'est ni attaqué ni arrêté. Il peut même rencontrer plusieurs des officiers impliqués. C'est un des faits qui allait soulever beaucoup de questions. Si le G30S était un véritable coup d'État, pourquoi n'a-t-il pas visé le président ? Plus tard, la version officielle selon laquelle le PKI était le seul cerveau du G30S se répand à une vitesse suspecte. Tracts, émissions de radio et déclarations militaires officielles surgissent simultanément dans plusieurs régions. Comme si ce matériel avait été préparé bien avant que le sang ne sèche à Lubang Buaya. Au matin du 2 octobre est découvert le puits macabre de Lubang Buaya. Les médias militaires le font savoir partout. Récits dramatiques pimentés des tortures sadiques qu'aurait infligé Gerwani, l'aile féminine du PKI. De nombreux éléments de cette histoire se sont révélés par la suite exagérés ou inventés.
Mais à l'époque, l'annonce fait exploser la colère de la population. L'histoire va prendre alors un tournant infernal. Le G30S, peut-être conçu comme une opération limitée, devient le prétexte à la plus grande purge militaire de l'histoire de l'Indonésie. Et Suharto, qui a agi illico au premier jour de la crise, devient le personnage principal du chapitre suivant. Dès le 1er octobre, les principales armes ne sont plus les fusils, mais les mots. Bien pointés, ils percent plus profond que les balles. Dès que Suharto contrôle radio et télécommunications, Jakarta entend partout le même message. Le PKI est derrière l'assassinat des généraux. Aucune place au doute, aucune autre version. Le récit de l'horreur de Lubang Buaya vient immédiatement la renforcer. Les médias militaires publient des photos des cadavres des généraux et des rapports selon lesquels ils ont été torturés par Gerwani, l'aile féminine du PKI. Des histoires d'yeux crevés, d'émasculation et de multiples coups de poignard sont répandus partout. Pourtant, les autopsies officielles, pratiquées par des médecins militaires, n'ont jamais prouvé de telles tortures. Mais à ce moment-là, la vérité médicale ne compte plus. L'important est de susciter la colère de la population. Cette propagande ne se limite pas à la capitale. Elle gagne les régions via des réseaux militaires et civils déjà préparés. Des tracts sont distribués dans les marchés, les gares routières et sur les grandes places. Dans les mosquées, sermons et enseignements se répètent. Le PKI est anti-Dieu, il veut détruire la religion et va massacrer les oulémas. Dans le manque de données alternatives, ces histoires pénètrent aisément les esprits. Dans les villages, la peur devient conviction. Le PKI doit être éradiqué avant qu'il ne nous extermine. Chez les étudiants, la mobilisation commence le 25 octobre 1965. Le syndicat d'action des étudiants indonésiens, KAMI, est créé. Il devient vite le fer de lance des manifestations anti-PKI dans les grandes villes. L'armée leur fournit soutien logistique, moyens de transport et services de sécurité. Les États-Unis ne sont pas les seuls à jouer un rôle. Des documents déclassifiés en 2021 prouvent que l'IRD, l'unité de propagande secrète britannique, a elle aussi envoyé des documents prêts à l'emploi aux médias indonésiens. Ils racontent des brutalités du PKI afin d'attiser la haine contre lui et de justifier la purge. Dans le même temps, la CIA continue de mettre à jour sa liste de cibles établies de longue date. Les noms identifiés comme cadres ou sympathisants du PKI sont transmis aux commandements militaires régionaux. Ces documents sont parfois édulcorés pour raisons de sécurité. Mais l'objectif reste le même, faciliter les exécutions. Fin décembre 1965, l'atmosphère en Indonésie a complètement changé. Il n'y a plus aucun débat idéologique dans la sphère publique. L'étiquette de communiste équivaut à la peine de mort sans procès. La première vague de guerre psychologique est un succès. Le peuple est préparé à accepter, voire à soutenir, les actes de violence à venir. Une fois la propagande ancrée dans les esprits, commence la seconde phase, la plus sanglante de l'histoire moderne de l'Indonésie. Meurtres, arrestations massives et disparitions forcées dans presque tout le pays. Ni procès, ni vérification de preuves, une accusation suffit à exécuter quelqu'un. Divers témoignages et archives attestent d'un schéma de violence uniforme et structuré. Son mécanisme implique 3 niveaux centraux. Les instructions générales du haut commandement militaire, souvent avec une liste préétablie de cibles PKI, la coordination des opérations locales par les commandements territoriaux Korem, Kodim et Koramil, qui distribuent les listes de noms aux petites unités sur le terrain. Enfin, les exécutions par les milices civiles, composées d'organisations religieuses, de groupes de jeunes et d'habitants qui ont été mobilisés ou forcés à participer. Dans le centre et l'est de Java, des milices religieuses telles que Banser et les jeunes d'Ansor opèrent avec les autorités territoriales.
On leur donne le loisir et même des moyens de débarrasser les villages du PKI. À Sumatra Nord, les jeunes Pemuda Pancasila sont des exécuteurs d'une cruauté notoire, opérant jour et nuit. À Bali, un vieux conflit social entre élites locales et sympathisants du PKI dégénère en grand massacre, tuant des dizaines de milliers de personnes en quelques mois. Oulémas, élèves d'internats islamiques et personnalités religieuses jouent des rôles complexes. Certains croient vraiment mener un djihad contre l'athéisme, car pendant des mois, on leur a seriné que le PKI est anti-Dieu. D'autres n'ont pas le choix. Ils ne suivent pas le mouvement. Ils seront jugés sympathisants du PKI et tués, leurs familles aussi. Les opérations ont souvent lieu la nuit. Des camions militaires emportent les personnes listées vers une rivière, une forêt ou un espace ouvert. Elles y sont rapidement exécutées, leurs corps jetés dans des fosses communes ou des rivières. Ailleurs, on tue en plein jour et en public pour montrer qu'aller à contre-courant condamne à la mort. Les victimes ne sont pas toutes des membres actifs du PKI. Beaucoup sont tués pour possession de livres gauchistes, pour avoir assisté à une réunion ou défendu un voisin accusé. Accuser de communisme sert aussi à éliminer des ennemis personnels ou des concurrents commerciaux ou à se venger. Le nombre de victimes reste sujet à débat. Un rapport de la CIA de mars 1966 estimait le nombre de morts à 350 000. Pour des chercheurs comme Robert Cribb et Jeffrey Robinson, d'après données de terrain et archives, ce serait entre 500 000 et 1 million. Le nombre ne sera peut-être jamais connu, car la plupart des exécutions n'ont jamais été officiellement enregistrées. Le plus cruel est d'avoir travesti ces violences en action populaire. L'armée s'est présentée comme un simple facilitateur, avec les milices civiles comme principaux acteurs. Pourtant, sans les ordres, les listes de noms et la logistique des autorités, cette vague de violence n'aurait pas été aussi vite coordonnée. De fin 1965 à début 1966, le sang coule encore dans les rivières de Java, Sumatra, Bali et Sulawesi. De paisibles villages deviennent des fosses communes. La peur gagne chaque foyer et le silence est le seul moyen de survie. Début 1966, Jakarta n'est plus la même. La vague de violence continue dans les régions, mais dans la capitale, le champ de bataille est la rue. Les armes y sont devenues banderoles, slogans et revendications politiques. Le 10 janvier 1966, des milliers d'étudiants du syndicat KAMI envahissent les rues de Jakarta. Ils portent 3 revendications, plus tard nommées Tritura. 3 revendications du peuple: la dissolution du PKI, le remaniement du cabinet de Vicora composé de proches de Sukarno, la baisse des prix des produits de première nécessité. Ces slogans résonnent du monument national jusqu'au palais présidentiel. Pour une partie des étudiants, c'est une action éthique pour sauver la nation du communisme et de la misère. Pour l'armée, particulièrement l'armée de terre, c'est une pression politique, une arme apte à affaiblir Sukarno aux yeux du public. Le mouvement du KAMI n'est pas spontané. L'armée lui apporte soutien logistique, services de sécurité et même des moyens de transport. Des véhicules de l'armée amènent les étudiants au lieu de manifestation. Lors d'affrontements avec des groupes pro-Sukarno, les forces de sécurité se rangent souvent du côté des manifestants anticommunistes. En coulisses, le réseau de renseignement s'est assuré que les manifestations marquent l'incapacité de Sukarno à contrôler la situation. Chaque fois que le prix du riz augmente, qu'il y a une pénurie, on en fait matière à discours excitant la colère du peuple. Sukarno tente d'apaiser en invitant au dialogue, mais les étudiants le refusent. Ils accusent le président de surprotéger les personnalités proches du PKI et de trop tarder à purger son cabinet. La pression ne vient pas seulement des étudiants. Des organisations de masse, des groupes de jeunesse et même des chefs religieux descendent aussi dans la rue. Des banderoles « Écraser le PKI » et « Changer le cabinet » submergent les artères principales.
Jakarta donne l'impression d'être assiégée. Cette vague ne se calme pas après le 10 janvier. Presque chaque semaine, ils sont des milliers à manifester, à faire pression avec les mêmes revendications. Pour Suharto et la faction militaire anti-Sukarno, c'est la preuve publique que le peuple veut du changement. Les mois suivants, cette pression de la rue devient partie intégrante du scénario. Un scénario ouvrant la voie au moment crucial, Super Semar, le 11 mars 1966, quand Sukarno cède à Suharto le contrôle de la sécurité nationale. Au matin du 11 mars 1966, deux mondes se côtoient à Jakarta. D'un côté, c'est la vie normale, de l'autre, s'épaissit l'ombre d'une crise politique. Les étudiants continuent de manifester et les affrontements avec les pro-Sukarno d'éclater. Le sort du PKI divise de plus en plus la nation. Au palais, le président Sukarno dirige une réunion de cabinet. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire et les troubles politiques. Mais hors du bâtiment, la tension monte. Le renseignement rapporte l'avancée de troupes non identifiées vers le palais. Qui sont ces gens? On s'inquiète de les savoir armés et nombreux. Sukarno décide de quitter la réunion, avec le vice-président Subandrio et le commandement de l'armée de l'air Omar Dhani. Il prend la route pour le palais de Bogor, lieu supposé plus sûr. Quelques heures plus tard, trois généraux, les brigadiers généraux Yusuf, Mahmoud et Rahmat, rejoignent le président. Ils apportent la lettre du commandement du 11 mars, plus tard connue sous le nom de Super Semar. Elle donne au lieutenant-général Suharto, commandant du Kostrad, le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires pour ramener l'ordre et la sécurité dans le pays et garantir l'autorité du président. Selon la version officielle, Sukarno aurait délibérément signé cette lettre, mais des proches du palais dirent que ce fut sous une énorme pression. D'aucuns décrivent une atmosphère écrasante à cet instant au palais de Bogor. Certains sont persuadés que la situation a été créée exprès pour que Sukarno se sente acculé, sans alternative. Toujours est-il que ce document a entériné un revirement. Dans les 24 heures après réception du Super Semar, Suharto publie un décret qui n'y est pas explicitement mentionné. Il dissout le PKI et arrête les ministres fidèles à Sukarno. Cet instantané, fait sans confirmation ni correction du président. Au plan formel, Sukarno reste le chef de l'État. Mais en pratique, le pouvoir exécutif, notamment le contrôle de la sécurité et de l'armée, passe aux mains de Suharto. Super Semar, arme légale, sera utilisé plusieurs fois pour marginaliser l'influence de Sukarno jusqu'au moment de lui ôter la présidence un an plus tard. Pour de nombreux observateurs, à cet instant, la direction de l'Indonésie passe d'un révolutionnaire à un soldat qui va la garder 3 décennies. La CIA, qui a longuement construit son réseau dans l'attente de ce moment, voit s'ouvrir en grand la porte vers un régime beaucoup plus favorable à l'Occident. Super Semar en main, pour Suharto, l'étape suivante consiste à convertir la victoire militaire en pouvoir légal. Il a les armes, reste à utiliser la législation pour entériner le changement. Le 22 juin 1966, à la 4e session de l'Assemblée consultative du peuple, MPRS, Sukarno prononce un discours de prise de responsabilité. Sur des dizaines de pages, ce Nawaksara, qui veut dire 9 lettres, décrit en 9 points de discussion la conception de l'État et la situation politique. Mais envers la majorité du MPRS, qui tend déjà vers Suharto, ce discours est un échec. On juge que Sukarno y élude le cœur du problème. Il lui manque des éclaircissements sur l'événement du 30 septembre 1965, G30S,
et sur l'identité des responsables. 16 jours plus tard, le 5 juillet 1966, le MPRS adopte le décret numéro 25, qui, sans équivoque, dissout le PKI et interdit les enseignements marxistes-léninistes, en soulignant que c'est pour l'éternité qu'ils sont bannis en Indonésie. Ce décret légalise une purge idéologique totale et exclut toute possibilité de renaissance de la gauche. Suharto agit aussi sur le plan diplomatique, notamment en mettant fin à la confrontation Indonésie-Malaisie. Le 11 août 1966 est signé un accord de paix, l'accord de Bangkok. L'Indonésie y reconnaît officiellement la Fédération de Malaisie, mettant un terme à 3 ans d'hostilités qui ont épuisé les ressources et alimenté le conflit avec la Grande-Bretagne. Un mois plus tard, le 28 septembre 1966, l'Indonésie retrouve son siège à l'Assemblée des Nations Unies. Un an plus tôt, Sukarno l'en avait retiré en signe de protestation. Sous Suharto, l'Indonésie revient sur la scène internationale, avec un visage beaucoup plus amical envers l'Occident. Ces décisions révèlent un principe. Chaque action politique ou diplomatique renforce la position de Suharto, affaiblit Sukarno et entraîne l'Indonésie dans l'orbite du pouvoir occidental. Pour Washington et ses alliés, ce sont les signes du succès de leur mission. Pour Sukarno, c'est autant de coups durs. Il a encore le statut de président, mais sa marge de manœuvre est de plus en plus étroite. Les stratégies de l'État, nationales et internationales, sont désormais aux mains d'autrui. Début 1967, Sukarno est déjà comme un vieux lion en cage. Encore président en titre, mais privé de griffes pour défendre son pouvoir. Contrôle de l'armée, des médias et de l'agenda politique national, tout est détenu par Suharto, à qui il ne reste à accomplir que des formalités pour détrôner Sukarno à la présidence. Le 10 janvier 1967, Sukarno tente une dernière résistance, avec un supplément au Nawaskara. Il remet ce document au MPRS, en complément de son discours Nawaksara de juin 1966. Le contenu entend répondre aux critiques faites à ce précédent discours, tout en expliquant plus en détail la situation politique, y compris sa position concernant le G30S. Mais c'est un échec cuisant. Le MPRS juge à nouveau ce rapport inadéquat. Il est clair que ses membres ne voient plus en Sukarno un dirigeant apte à tenir les rênes du pays. Moins de 2 mois plus tard, le 12 mars 1967, une session extraordinaire du MPRS émet le décret numéro 33 MPRS 1967. Le décret destitue Sukarno et nomme le lieutenant-général Suharto président de la République d'Indonésie. C'est officiellement la fin de l'ordre ancien, Ordre des Lamas. Sans un coup de feu ni déclaration de loi martiale, seul un marteau de cour sonne la plus grande décision politique après la déclaration d'indépendance. Pour les partisans de Suharto, c'est l'apogée du sauvetage de la nation face à la menace communiste. Pour ceux de Sukarno, c'est une trahison envers le proclamateur de l'indépendance, le résultat d'une machination commencée la nuit du 30 septembre 1965. Sukarno devient alors un prisonnier politique dans sa propre demeure. Il lui est interdit de paraître librement en public. Toutes ses déclarations sont surveillées. Sa santé se détériore, tandis que Suharto prépare sa transition vers le siège présidentiel. En mars 1967, Suharto est intronisé président de la République d'Indonésie.
Mais le pouvoir sans base économique n'est qu'un château de sable. Pour instaurer un régime stable, il a besoin de grands moyens financiers et son ordre nouveau sait où les chercher, à l'ouest. Il est président depuis un mois quand, le 7 avril 1967, le gouvernement de l'ordre nouveau signe le premier contrat avec une entreprise étrangère, Freeport Silver Company des États-Unis. Freeport obtient les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation du cuivre à Harrisburg, en Papouasie-Occidentale. C'est la première exploitation minière occidentale après les événements de 1965. Elle annonce l'ouverture aux flots de capitaux occidentaux. Ensuite, des géants pétroliers tels que Caltex et Stanvac obtiennent de nouveaux contrats ou la reconduction de leurs droits d'exploration dans plusieurs régions. Les secteurs bancaires et manufacturiers s'ouvrent aussi aux investissements étrangers. Pour rassurer les investisseurs, l'ordre nouveau a des stratégies économiques très différentes de celles de l'ère Sukarno. Déréglementation commerciale, stabilisation monétaire et arrêt des confrontations en politique étrangère. Le cours de la monnaie, qui était en chute libre, est plus contrôlé. L'inflation, qui avait dépassé les 100%, est lentement maîtrisée. Côté diplomatie, Suharto monte le groupe intergouvernemental sur l'Indonésie, IGGI, un consortium de pays donateurs dirigé par les Pays-Bas, dont les États-Unis, le Japon et les pays d'Europe occidentale. L'IGGI devient le principal canal d'aide étrangère, facilitant le flux de prêts et subventions de l'oxygène pour l'ordre nouveau. Avec les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI, les relations se normalisent. L'Indonésie reçoit assistance technique et prêts. Cela restaure sa stabilité économique, mais en liant le pays à des règles qui avantagent les donateurs et investisseurs étrangers. Ainsi est façonné le nouveau visage de l'Indonésie. L'État révolutionnaire qui défiait l'Occident devient un partenaire stratégique dans un ordre mondial pro-capitaliste. Washington et ses alliés ont de quoi se réjouir. Le projet politique post-G30S 1965 a accouché d'un gouvernement aligné sur leurs intérêts. Hors du MPRS, le peuple assume en silence. Pour certains, c'est le début d'une ère de stabilité. Pour d'autres, une victoire obtenue par le sang et la propagande qui réduit au silence des millions de voix pour des décennies. Du 30 septembre 1965 jusqu'à l'investiture de Suharto à la présidence en mars 1968, il n'y a pas eu qu'un changement de pouvoir, mais une opération politique, militaire et psychologique à l'échelle nationale dont les traces subsistent encore. Premier impact le plus évident, la purge idéologique. Le Parti communiste, officiellement dissous, et l'idéologie de gauche balayée de la sphère publique. Outre les partis politiques, est censuré tout livre, film ou chant jugé gauchiste. Des dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées sans procès. Certains ont croupi pendant des décennies dans des camps de détention comme celui de Buru. Pour les anciens prisonniers, ce sera la stigmatisation à vie, leur fermant l'accès à l'éducation, aux emplois et aux droits civiques. Deuxième impact, le révisionnisme historique. La version officielle du G30S accusant le PKI d'en être le seul cerveau a été martelée dans les écoles, renforcée par des films de propagande diffusés chaque année. Plusieurs générations ont grandi avec cette unique histoire, sans remise en question possible. Les documents secrets et les témoignages alternatifs ont été mis hors de portée. Troisième impact, le revirement dans la politique étrangère.
De leader de mouvements des non-alignés défiant l'Occident à fidèle partenaire du bloc capitaliste. L'aide et les investissements étrangers ont bel et bien afflué, mais au prix de la dépendance économique et de la soumission politique, selon les préférences des donateurs internationaux. Quatrième impact, le renforcement de l'armée en politique. Dans l'ordre nouveau, la structure de pouvoir confère à l'armée de multiples rôles, comme force de défense et de contrôle politique. La double fonction a assuré la présence militaire à tous les niveaux de gouvernance, du gouvernement central au village, pendant plus de 3 décennies. Cinquième impact, plus discret, le traumatisme social. Des centaines de milliers de familles ont perdu père, mère, frères ou sœurs. Les villages abritent des fosses communes sans pierre tombale. Beaucoup ont choisi de garder le silence, non pas par oubli, mais de peur de rouvrir de vieilles blessures. Le silence est devenu une culture, la vérité un luxe. Depuis, plus d'un demi-siècle s'est écoulé. On a commencé à déclassifier des documents, à entendre des victimes et à réécrire l'histoire sous des angles plus diversifiés. Mais la grande question demeure. La tragédie a-t-elle purement résulté d'un conflit interne au pays ou participé d'un scénario mondial de la guerre froide, joué en coulisses par des puissances étrangères? Une certitude, cet événement a façonné le visage de l'Indonésie moderne, du système politique à l'orientation économique et à l'état d'esprit de la population. En tant que l'histoire fait débat, les blessures de 1965 ne guérissent toujours pas complètement.